Donc moi, je suis chercheure, à l'INET, à l'Institut national d'études démographiques, dans l'unité mortalité, santé, épidémiologie et aussi associée à l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Et depuis, un certain nombre d'années maintenant, juste pour vous situer un peu mes travaux, je travaille autour de 2 axes problématiques. Un premier axe en tant qu'épidémiologiste, de production de connaissances pluridisciplinaires avec, 2 questions principales. Comment se distribuent socialement les expositions et risques professionnels, hein, puisque là on va rentrer dans le champ de la santé-travail. Et puis, quelle est la contribution des déterminants professionnels aux inégalités sociales de santé au cours de la vie? Et puis, un deuxième axe que j'articule avec ce premier axe, qui est un axe d'analyse critique sur les modalités de construction des données, puisqu'on appelle ça des données, mais en fait, elles ne sont pas données, elles sont bien construites, et des indicateurs quantifiés en santé publique et en santé-travail, et des effets également qu'ils produisent sur la définition des problèmes de santé publique et des politiques publiques pour les prendre en charge. Donc un mot sur la genèse du projet dont je vais vous parler. À l'origine de ce projet, il y a eu un séminaire de recherche interdisciplinaire, que nous avons co-organisé avec un collègue, sociologue de l'université Paris-Dauphine, Emmanuel Henry, et ce séminaire en fait visait à rassembler des acteurs du monde académique, mais aussi des agences scientifiques d'expertise en santé et de surveillance de la santé, donc Santé publique France, l'ANSES, etc., autour de la question, et des acteurs pardon, de terrain également, représentants d'associations, de syndicats, de mouvements sociaux pour l'amélioration de la santé au travail, autour des questions de mieux équiper la prise de décision en santé au travail et des enjeux autour de la production de connaissances scientifiques et d'expertise. Au cours de ce séminaire, donc qui a eu lieu en 2014-2015 et qui a fait l'objet d'une conférence internationale finale en décembre 2016, donc vous pouvez consulter les détails sur notre blog de recherche sur hypothèse.org. Une des séances était dédiée aux outils de quantification du nombre de cancers attribuables au travail. Et en fait, la richesse des discussions autour de ce thème nous a convaincus qu'il était vraiment utile et pertinent de développer un projet de recherche autour de ces questions. Alors plus précisément, contexte et position du problème par rapport à ce projet. Le contexte, donc il s'agit bien de s'intéresser aux mesures d'impact en santé publique et en particulier à celles qu'on appelle fractions de risque attribuables ou fractions attribuables. Et donc, on s'est intéressé à l'émergence de ce concept en épidémiologie. C'est un concept qui a émergé au début des années 50 pour essayer de quantifier la part, alors soit en pourcentage, soit en nombre de cas, d'une pathologie qui est attribuable, on va dire attribuée en tout cas, à un facteur de risque donné et potentiellement évitable. Et cette nouvelle métrique, en fait, hein, en épidémiologie, puisqu'on avait déjà les indicateurs de risque relatif, d'autres ratios, voilà, mais c'est un nouvel indicateur qui a été proposé dans un contexte de forte controverse autour du lien causal entre tabagisme actif et risque de cancer du poumon. Et donc, c'était un nouvel outil ajouté à l'arsenal des épidémiologistes pour objectiver les effets du tabac sur la survenue du cancer du poumon et prouver l'importance de la prévention de ce facteur en population générale. C'est un indicateur, vous le savez probablement la plupart d'entre vous, qui combine en fait à la fois la dimension d'augmentation du risque, est-ce que le risque est fortement augmenté chez les personnes exposées par rapport aux non exposées via le risque relatif, et aussi la fréquence de l'exposition, puisque finalement une exposition rare associée à un fort risque relatif pourrait générer autant de cas dans la population qu'une exposition très fréquente associée à un risque relatif beaucoup plus modeste. Donc différentes formules relativement simples d'utilisation ont été proposées. Donc la première d'entre elles, c'était la formule de Levin, qui repose donc, comme je le disais, directement sur le risque relatif et la prévalence de l'exposition en population générale, avec des conditions d'application qui ne sont pas si faciles que ça à remplir, puisqu'il faut que la relation causale soit bien établie, qu'il y ait une stabilité des autres causes, donc des autres expositions qui participent au mécanisme causal dans lequel est impliquée l'exposition d'intérêt. Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait de facteur confusion pour l'application de cette formule en particulier. Alors, depuis l'émergence de cet outil, en fait, on a vu vraiment un essor au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a ensuite été appliqué à tous les types de cancers, plus seulement le cancer du poumon, et à tous les types de facteurs de risque dits modifiables, donc plus seulement le tabagisme. Et il a été et il continue à être régulièrement utilisé comme un des outils de priorisation et d'aide à la décision en matière de prévention des cancers.
Mais on observe aussi que ces usages sont démultipliés au-delà de la sphère du cancer. Alors à la fois en regardant non plus simplement l'incidence du cancer, mais potentiellement la mortalité globale, donc les taux de mortalité, toutes causes dans la population, avec des indicateurs qui sont plutôt aussi issus de la démographie maintenant qui commence à apparaître. Donc, on les combine aussi avec des indicateurs d'espérance de vie ou d'espérance de vie en santé ou les DALYs, les Disability Adjusted Life Years, qui sont des indicateurs qui ont été proposés dans le cadre du projet de quantification de la santé globale euh, dont je vais parler dans un instant, le Global Burden of Disease, et c'est appliqué à de nombreux facteurs de risque, comme je le disais, dont des facteurs de risque professionnels et environnementaux. J'ai juste montré un exemple là du GBD, le Global Burden of Disease, le module Comparative Risk Assessment, donc qui quantifie en fait la part des DALYs attribuables à différents facteurs de risque connus au niveau mondial. Et vous voyez ici une proposition de classement des 15 principales causes de perte d'espérance de vie en bonne santé pour l'année 2017 avec des codes couleurs qui renvoient à des expositions plutôt à des facteurs de risque métaboliques, des facteurs de risque comportementaux, dits comportementaux, et des facteurs de risque dits environnementaux et professionnels. Donc on voit que c'est des indicateurs qui sont très très utilisés, retravaillés dans différents domaines de la santé publique et notamment par rapport aux risques environnementaux et professionnels. Alors, ce qui nous a intéressés, c'est que donc, ce sont des outils qui sont pas beaucoup enseignés d'un point de vue théorique dans les cursus d'épidémiologie, il me semble. Donc on passe assez vite, ce sont des mesures d'impact en général, qui sont plus là pour discuter des priorités de prévention. Et il y a eu quelques travaux critiques de méthodologistes en épidémiologie, mais pas tant que ça. Donc il y a bien une activité scientifique autour de la critique de ces outils d'un point de vue de la discipline épidémiologie. Donc je remis quelques points, mais je ne vais pas les détailler parce que ce n'est pas le propos ici. Donc notamment le fait que ce sont des grandeurs qui ne peuvent pas s'additionner à 100%, ça a été très bien montré par différents auteurs, notamment Rothman et Greenland. Les conditions d'application et d'interprétation qui ne sont pas toujours remplies, ça avait été bien aussi expliqué de manière très pédagogique par Beverly Rockhill à la fin des années 90. La distinction très importante à faire entre les cas étiologiques et les cas en excès qui a été pointée par Greenland et Robbins dès la fin des années 80, et la centralité de ce que Charles Poole appelle risk relativism, qui donne beaucoup d'importance aux métriques basées sur les risques relatifs et qui oublie du coup souvent, trop souvent d'après lui en tout cas et d'autres commentateurs, d'intégrer les dimensions de différence de risque absolu, et donc il propose un rééquilibrage un peu des métriques pour mesurer les impacts en population. Tout ça, ce sont des critiques relativement internes à la discipline, très intéressantes d'ailleurs et toujours d'actualité. Et un nouvel axe d'analyse que nous avons proposé, et d'un point de vue pluridisciplinaire entre la sociologie et l'épidémiologie, c'est qu'il nous semble que dans la plupart de ces usages et de sa manière même d'être construite, ces métriques en fait n'intègrent pas la dimension des inégalités sociales d'exposition, qui demeure donc une dimension largement cachée. Donc c'est sur ce point que je vais m'attarder dans les diapositives suivantes. Donc la position du problème se situe au niveau des liens entre travail, cancer et inégalité dans le cadre de ce projet. En effet, les cancers d'origine professionnelle sont un sujet d'étude récurrent et de longue date pour l'épidémiologie, et en particulier évidemment l'épidémiologie des risques professionnels. Il y a eu des estimations régulièrement mises à jour de la proportion de cas de cancer qui seraient attribuables à des expositions professionnelles, donc à des agents cancérogènes en milieu professionnel. Dans les pays à haut revenu, on constate que ces estimations, globalement, elles sont autour de 4 à 5% des cancers qui seraient d'origine professionnelle, avec des variations bien sûr selon le sexe, beaucoup plus élevées chez les hommes que chez les femmes, et aussi en fonction bien sûr des pays, des périodes, donc des variations et des méthodes, donc entre 2 et 8% selon les contextes. Par ailleurs, on le sait bien pour toutes les personnes qui travaillent en santé-travail que ces expositions se concentrent assez massivement dans certains groupes socio-professionnels et dans certains secteurs d'activité. C'est notamment en France documenté par les enquêtes de la DARES, les enquêtes SUMER, surveillance médicale de l'exposition aux risques professionnels, qui montraient, là j'ai mis un petit graphique qui regroupe les années 2003, 2010, 2017, puisque c'est une enquête transversale périodique, une persistance des inégalités socio-professionnelles d'exposition. Ici, il s'agit des expositions à au moins un produit chimique
connus pour être cancérogènes dans l'environnement de travail, et on voit un rapport de 1 à 16 encore entre cadres et ouvriers qualifiés pour la dernière enquête disponible de 2017. Cependant, cette concentration des expositions, bien que bien connue, n'est pas prise en compte dans les estimations de facteurs de risque attribuables, ce qui nous a amené à nous poser la question du fait que cet outil est un outil très intéressant du fait qu'il révèle le poids de certains facteurs en population générale, mais également qu'il cache d'autres dimensions des problèmes. C'est ainsi qu'on en est venu à se dire que ces fractions de risque attribuables, certes, matérialisent la contribution des expositions professionnelles à l'incidence du cancer, en tout cas matérialisent une partie de cette contribution, mais elles pointent en général leur infériorité numérique vis-à-vis de facteurs de risque dits comportementaux, car les estimations sont en général beaucoup plus basses. Donc ça, un exemple ici est tiré des dernières estimations faites pour la France par un énorme groupe international coordonné par le CIRC. Il y a eu différentes publications. Là, j'ai repris un graphique publié dans le BEH en 2018, où on voit donc le tabac qui arrive en tête du nombre de cas attribués, sans surprise, bien sûr, puisque c'est un facteur massif de risque pour beaucoup de types de cancers, suivi de l'alcool, de l'alimentation, du surpoids, de l'obésité, de facteurs de risque infectieux, puis d'exposition professionnelle. Ce qu'on voit également, c'est que dans ce type de calcul, on ne tient pas compte de la concentration de certaines expositions dans des groupes socialement ou géographiquement définis, ce qui fait qu'on ne se pose pas la question des inégalités sociales d'exposition en matière de prévention. Donc, à partir de ces constats initiaux, nous avons élaboré une recherche donc, avec mon collègue, principalement avec mon collègue professeur de sociologie, Emmanuel Henry, dans lesquelles nous nous sommes posés 3 séries de questions. D'abord, quels sont les facteurs de variation qui sont pris en compte dans l'évaluation des fractions de risque attribuables, des fractions de cancer attribuables au travail? Quelles sont les principales limites qui ont été relevées dans la littérature donc épidémiologique et les dimensions cachées que nous pourrions éventuellement identifier? La deuxième, alors pour répondre à cette question, nous avons cartographié les estimations, les facteurs de variation et les sources d'incertitude en essayant de mettre en lumière les points aveugles qui pouvaient subsister. Deuxième série de questions, comment se sont construites ces pratiques scientifiques au cours du temps et quels sont leurs effets en matière de prévention et de réparation des atteintes à la santé liées au travail? Donc pour ce faire, nous développons un cadre d'analyse de cet outil issu de l'épidémiologie en tant qu'instrument qui se trouve à la frontière entre science et décision, comme l'a montré les conditions de son émergence comme un point d'appui supplémentaire pour argumenter en faveur d'un lien causal entre tabac et cancer du poumon. Et un troisième axe d'analyse qui consiste à s'intéresser aux pistes qui auraient été abandonnées ou à des nouvelles pistes en fait qui pourraient permettre d'intégrer cette dimension des inégalités sociales qui pour l'instant nous semble mise à l'écart dans l'objectif final, grâce à ce travail en pluridisciplinarité, voire en interdisciplinarité, de pouvoir proposer et tester des indicateurs statistiques qui articulent mieux en tout cas santé, travail et inégalité. Alors pour ce faire, nous avons combiné des approches méthodologiques. Et nous avons notamment mobilisé des approches issues de l'épidémiologie, mais aussi de la sociologie et des sciences politiques, et plus récemment de la démographie avec mon arrivée à l'INED, puisque j'étais auparavant à l'école de hautes études en santé publique dans le département d'enseignement de l'épidémiologie et des biostatistiques. Nous avons d'abord fait une revue de la littérature épidémiologique qui est complétée et publiée, qui nous a permis d'identifier un certain nombre de choses que je vais vous dire. Puis nous avons conduit des entretiens semi-structurés auprès d'experts du champ, donc des chercheurs du champ de l'épidémiologie en France, dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis. Et nous avons encore des entretiens à conduire en Australie, enfin avec des collègues australiens, on n'ira pas en Australie je pense en ce moment, et canadiens. Donc ces entretiens sont encore en cours de conduite et d'analyse, mais on en a fait une soixantaine déjà. Et parallèlement, nous avons commencé à élaborer des approches alternatives de quantification à travers l'identification et le recueil de données d'entrée pertinentes et des travaux de modélisation et de comparaison des indicateurs produits. Alors, quelques résultats donc, de cette recherche en cours. Quels sont les facteurs de variation, les limites et les dimensions cachées qui ont été identifiés à travers la revue de littérature? Donc, cette revue nous a permis bien de cartographier les estimations, les facteurs de variation et les sources d'incertitude et points aveugles qu'il y avait encore dans ce type d'estimation aujourd'hui. Un tableau que nous reprenons d'une publication donc, qui montre que vous voyez dans une des colonnes le tableau, oui, vous voyez le tableau évidemment, mais vous voyez le pays pour le concerné. Donc nous avons conservé que les pays à haut revenu, le type d'outcome, incidence ou mortalité, l'année concernée,
ou la période concernée, l'estimation globale de la fraction attribuable en population pour les deux sexes confondus, avec parfois un intervalle de variation qui est rarement un intervalle de confiance, et puis la distinction entre hommes et femmes, où on voit bien que, donc, notamment pour la France, on a des valeurs autour de 2 à 3,5% en fonction des scénarios retenus sur les agents causaux présents en milieu professionnel, et une concentration plus forte de ces cas parmi les hommes que parmi les femmes, ce qui est lié d'une part à des phénomènes bien connus de division sexuelle du travail et des risques, mais aussi à des facteurs de sous-estimation des expositions professionnelles chez les femmes, qui avait fait d'ailleurs l'objet d'une thèse soutenue au CESP par Charles-Olivier Bettensetti il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, que je co-dirigeais avec Nathalie Bajos à l'époque. Donc on voit que ces estimations sont tout à fait, enfin assez concordantes. Enfin, ce sont des ordres de grandeur, il y a une variation d'un facteur 2, mais on est entre 2 et 8% maximum, avec des valeurs beaucoup plus élevées chez les hommes. Et puis, fait intéressant, donc dans les sources de variation rapportées dans ces travaux, bien entendu, elles sont liées aux variations réelles de la prévalence des expositions et des risques relatifs qui sont mis en entrée de ces calculs, selon les études, les pays, les périodes et les populations d'intérêt, mais aussi à des choix méthodologiques, quel type de formule, quel type d'ajustement, quel raffinement méthodologique. Cependant, nous n'avons pas trouvé d'estimation par groupe socio-professionnel. Il y a une seule étude qui avait été faite au début des années 2010 pour l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui proposait une étude de la contribution des différents secteurs au nombre total de cas de cancer attribués à des expositions professionnelles. Mais donc, la seule approche qui soit assimilable finalement à une approche par groupe socio-professionnel est plutôt une approche régionalisée, à partir d'une étude cas témoins qui avait été conduite en population générale masculine dans la région Nord-Lorraine, une région avec un fort passé industriel, pour lesquels la fraction de risque attribuable au cancer du poumon, donc ce sont 4 cancérogènes pulmonaires qui ont été pris en compte, avait été calculée par rapport au diesel, l'amiante, les gaz d'échappement diesel, exposition à l'amiante, au HAP et à la silice cristalline, avec un ajustement sur le tabagisme, qui avait montré des fractions de risque attribuables combinées à ces 4 expositions qui pouvaient aller jusqu'à plus de 50% selon la méthodologie retenue. Alors évidemment, c'est une population masculine âgée de plus de 40 ans, dans une région avec un fort passé industriel, et bien évidemment, les prévalences d'exposition vie entière étaient bien plus élevées que ce qu'on retrouve en population générale. Donc c'est une approche intéressante qui permet d'approcher la réalité de cette concentration du risque attribuable dans les populations les plus exposées. Alors, comment sont construites ces pratiques HAP? Alors oui, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pardon, oui, excusez-moi, il y a beaucoup de mots barbares dans ce domaine. Alors, comment se sont construites ces pratiques scientifiques? Donc là, c'est un travail encore en cours, donc je vais juste vous partager des pistes de réflexion sur l'analyse de l'outil fraction attribuable en tant qu'instrument à la frontière entre science et décision. Il s'agit à la fois l'analyse de la littérature, mais aussi du corpus conséquent d'entretien que nous avons conduit. Eh bien, pour expliquer cette absence de prise en compte finalement de la stratification sociale des expositions, on peut souligner un manque de données adéquates, qui a été rapporté par beaucoup de collègues épidémiologistes qui se sont heurtés à ces limites. Et en dernière date, le groupe de travail du CIRC qui avait essayé d'intégrer la dimension des inégalités sociales, mais qui n'a pas pu, faute de données adéquates d'exposition, de données de prévalence d'exposition aux cancérogènes présents en milieu professionnel, vie entière, stratifiés sur les bonnes variables sociales. Il y a aussi des difficultés qui sont liées aux multi-expositions, hein. Les contextes d'exposition en milieu professionnel sont rarement de type mono-exposition, donc ça devient très compliqué à la fois d'évaluer les expositions, mais de rendre compte après dans les calculs et les modélisations de fractions attribuables de ces situations de multi-exposition. Et puis, on a aussi des mécanismes qui sont bien connus de la sociologie des sciences, des mécanismes de production d'ignorance, qui sont particulièrement puissants dans le domaine des risques professionnels. Ça a été très bien étudié, hein, aussi pour le tabac et pour un certain nombre de produits chimiques. Le plomb, notamment, l'amiante. Il y a des stratégies actives des industriels pour retarder l'établissement d'un ferme lien de causalité qui sont bien connus, récurrents et encore opérants aujourd'hui. Il y a aussi des mécanismes plus passifs de manque d'incitation à conduire ces recherches, de difficultés techniques qui font qu'à certains moments, les carrières des chercheurs vont s'orienter vers des sujets plus faciles à prendre en main, en tout cas qui semblent moins polémiques et moins complexes du point de vue méthodologique. Enfin, il peut y avoir un ensemble de facteurs de ce
type. Il y a aussi donc dans ce champ, comme dans d'autres en santé publique, hein, une circulation des chiffres qui se fait selon des choix et des mécanismes pas uniquement scientifiques et d'intérêt général, mais aussi des mécanismes politiques. Ça a été bien étudié par Robert Proctor, un historien des sciences, qui a écrit tout un chapitre sur la circulation et les débats autour du poids justement de différents facteurs de risque dans la survenue du cancer aux États-Unis à la fin des années 1970 et au début des années 80, avec une controverse forte autour justement du poids du travail dans la survenue des cancers, une controverse qui avait mené à saisir deux épidémiologistes anglais indépendants du coup du contexte américain, Richard Doll et Richard Peto, pour faire une évaluation indépendante et qui avait conclu que 4% des cancers étaient liés, des décès par cancer aux États-Unis à la fin des années 70 étaient liés au travail. Et c'est cet ordre de grandeur qui est resté prépondérant depuis lors. On peut aussi évoquer, mais là ce sont encore des pistes d'analyse toutes fraîches, certains effets du paradigme du facteur de risque en épidémiologie qui va avoir tendance à focaliser beaucoup d'attention sur les facteurs de risque plus proximaux et massifs liés au comportement individuel, dit individuel et comportement de santé, plutôt qu'aux facteurs plus distaux liés à l'emploi, à l'organisation du travail, aux conditions de travail notamment. Et puis, on a finalement des catégories non consensuelles qui sont mobilisées quand on parle du poids de l'environnement ou du poids du travail dans la construction des inégalités sociales de cancer ou de santé. On est sur des catégories environnement-travail qui font l'objet encore de luttes définitionnelles, de même que celles des comportements. Hein. Il y a tout un tas de débats au sein de la santé publique sur est-ce que les comportements sont individuels, à quel point ils sont déterminés aussi par des conditions structurelles. Et puis, on a tout ce débat autour des facteurs de risque ou des déterminants de santé qui seraient modifiables ou non modifiables. À quel point sont-ils modifiables? Quel est le bon contrefactuel pour comparer des scénarios de prévention? Et puis, tout ça renvoyant à la notion qu'il y ait une partie des maladies et des décès qui soient effectivement évitables grâce aux interventions de santé publique. Finalement, un dernier point, c'est les dualismes classiques en santé publique qui sont sans cesse réactualisés, qui concernent le fait de se focaliser sur des questions de santé en population générale ou plutôt sur des groupes à risque dans les stratégies de prévention, qui renvoient aussi à des approches centrées sur l'efficacité des politiques de prévention ou une approche centrée sur les droits humains, quelle que soit l'efficacité finalement in fine des interventions. Alors, tout ça nous a amené également à nous poser la question de comment améliorer ces indicateurs potentiellement. On s'est dit qu'il serait possible de changer la focale en fait et donc d'essayer d'avoir une focale centrée sur les inégalités de santé en population plutôt que sur le fardeau global en population, indistinctement du groupe social. On s'est dit que c'était important aussi de repenser la question du travail plus largement que celle des conditions de travail, mais en y intégrant les conditions d'emploi et les parcours d'emploi au cours de la vie, parce que les périodes d'interruption de travail, la précarisation des parcours peut aussi être liée à des effets délétères sur la santé et à des conditions de travail moins bonnes lorsqu'on reprend une activité. Et puis, une réflexion aussi sur le type de métriques à mobiliser en accordant plus d'attention à des métriques basées sur des différences absolues de risque que sur des différences relatives. En tout cas, en essayant d'élargir la palette des outils. Alors, rapidement pour finir avant quelques questions, donc quelques pistes pour intégrer la dimension des inégalités sociales que nous sommes en train de tester. Donc, nous souhaitons pouvoir, grâce à ce travail interdisciplinaire, proposer et tester des indicateurs statistiques qui articulent santé, travail et inégalité plus étroitement, comme je le disais. Donc, deux pistes en cours, deux essais de quantification en quelque sorte. La première qui s'intéresse, donc qui repart de la question des fractions de risque de cancer attribuables au travail en se concentrant sur le cancer du poumon pour lequel beaucoup d'expositions cancérogènes au travail sont connues et en essayant de produire des fractions de risque de cancer du poumon attribuables au travail par catégorie socio-professionnelle. Donc dans un contexte où on a des estimations qui vont entre 15 et 30% des cancers du poumon attribuables à des expositions professionnelles chez les hommes. Des associations persistantes avec la position socio-professionnelle après ajustement sur le tabagisme dans des grands corpus de données poolées. Et puis, peu d'études qui ont essayé de quantifier la contribution de ces expositions comparativement à la contribution du tabac dans les inégalités sociales de santé. Donc l'idée, c'était bien d'appliquer une approche par fraction de risque attribuable et de comparer la part attribuable au travail dans différents groupes socio-professionnels.
Donc pour ce faire, on a réanalysé une enquête cas témoins qui est bien connue au CESP puisqu'il s'agit de l'enquête ICAR à laquelle nous a donné accès Daniel Luce. Nous nous sommes intéressés à 4 cancérogènes présents en milieu professionnel, l'amiante, la silice cristalline, les gaz d'échappement, pardon, à 3, c'est un peu optimiste. On a pu en prendre 3 en compte, l'amiante, la silice cristalline et les gaz d'échappement diesel. Nous avons construit différents indicateurs d'exposition vie entière et puis nous avons décomposé le risque attribuable global par groupe socio-professionnel en tenant compte du gisme vie entière. Ça nous donne des estimations qui sont très cohérentes avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, vous voyez sur le graphique de droite, quand on prend en compte ces 3 expositions vie entière, donc chez les hommes, on a une fraction de risque attribuable à ces expositions professionnelles qui est d'un petit peu moins de 30% globalement. Cependant, quand on regarde leur distribution par catégorie socio-professionnelle, on s'aperçoit qu'elle se concentre, et ce n'est pas une surprise, mais ça n'avait pas été fait auparavant, elle se concentre massivement parmi les ouvriers, donc 26,9% de cas attribuables. Et donc, c'est eux qui contribuent majoritairement à cette part attribuable au travail. Nous n'avons malheureusement pas pu reproduire l'exercice chez les femmes par manque de puissance, ce qui ressouligne encore le besoin d'approche sensible au genre dans la conduite de ces études, même si ICAR est assez exemplaire, il faut le dire, déjà dans ce domaine. Deuxième essai de quantification, donc cette fois, donc là, c'est vraiment le métissage avec la démographie. Alors, je suis désolée de devoir passer aussi vite parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur chaque exemple, mais j'ai pensé que dans le cadre du séminaire, c'était bien d'avoir un petit panorama. C'est cette fois de s'intéresser non plus à une pathologie en particulier et à son incidence. Donc là, avant, on regardait le cancer du poumon, l'incidence du cancer du poumon et la part attribuable à des expositions professionnelles. Ici, il s'agit de regarder un indicateur beaucoup plus global, l'espérance de vie, donc qui est très bien connu des démographes avec qui je travaille maintenant depuis 2 ans à l'INED, et de regarder les écarts d'espérance de vie entre catégories socio-professionnelles, qui est aussi quelque chose de très, très regardé par les démographes, qui s'intéressent beaucoup aux disparités sociales de santé et aux différentiels de mortalité selon l'origine sociale ou la position sociale, mais de s'interroger cette fois, d'aller un cran plus loin en disant mais quelles seraient les parts attribuables au travail dans ces écarts d'espérance de vie. En effet, pour continuer sur l'exemple de la France, chez les femmes, on a des écarts d'espérance de vie à 35 ans qui sont stables depuis les années 70, à peu près un peu plus de 3 ans, pour la période 2009-2013. Ils se creusent, ces écarts, ils se creusent même chez les hommes. Ils ont atteint 6,4 ans pour la période 2009-2013. Ça, c'était bien documenté par l'INSEE de manière régulière. Et pour autant, même si c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres pays, nous n'avons retrouvé qu'une étude américaine qui quantifie la contribution des facteurs professionnels, enfin en tout cas de certains facteurs professionnels, à ces disparités de mortalité et d'espérance de vie. Et donc, nous sommes intéressés à cette méthodologie et nous avons travailler à l'adapter au contexte français par le croisement de données démographiques et épidémiologiques dans une approche donc, de type proof of concept. Donc l'idée, c'est bien plus de mettre au point une méthode, de la tester, que de chercher à évaluer, à donner des chiffres qu'on considérerait comme valides et définitifs, mais c'est plutôt un processus de mise en mouvement et d'un dialogue entre disciplines pour arriver à des indicateurs un peu différents de ceux avec lesquels on travaille jusqu'ici. Donc pour ça, on a travaillé avec les tables de mortalité par sexe et par catégorie socio-professionnelle qui ont été élaborées récemment par l'INSEE. Ce qui permet de calculer des espérances de vie par catégorie socio-professionnelle en France, selon le sexe. Par ailleurs, grâce aux données issues de l'épidémiologie, nous avons pu calculer une fraction de risque attribuable combinée par rapport à la mortalité globale, toute cause, pour 4 facteurs de risque seulement. Donc ça, c'est aussi un reflet du manque d'études en population générale qui regardent comme outcome la mortalité toute cause. On a pu retenir que l'activité physique intense au travail, la faible latitude décisionnelle, l'insécurité de l'emploi et le chômage. Et puis enfin, on a recalculé une espérance de vie par catégorie socio-professionnelle corrigée de ces pertes de chance, qui est notre contrefactuel, pour enfin comparer les écarts d'espérance de vie entre CSP lorsque on ne tient pas compte, celles qui sont vraiment observées, avec celles qu'on observerait si on n'avait plus finalement d'exposition à ces facteurs de risque professionnels. Donc de combien on pourrait réduire les écarts d'espérance de vie entre CSP si on intervenait très énergiquement sur ces facteurs professionnels. C'est quelque chose qui a déjà été fait pour le tabac, pour l'alcool, pour l'activité physique, mais qui n'avait jamais été fait pour les facteurs d'exposition professionnelle, sauf dans cette étude unique américaine qui a été faite d'ailleurs par quelqu'un qui est chercheur en management de la santé et pas du tout en épidémiologie ni en démographie.
Alors, un exemple de voilà, un petit peu le type de résultat que ça donne. Vous avez sur la droite, donc pour chaque SPG, c'est les socio-professional groups, donc les catégories socio-professionnelles. Vous avez en rouge l'espérance de vie à 35 ans observée et en bleu le contrefactuel s'il n'y avait pas eu ces expositions professionnelles dans ce groupe socio-professionnel. Et vous avez à chaque fois le gain d'espérance de vie qu'on observerait en fonction du sexe également. Et puis, on a retraduit ça dans le tableau à gauche, le petit tableau à gauche, en termes d'écart d'espérance de vie entre les cadres qu'on a pris comme référence haute et l'ensemble des autres groupes socioprofessionnels. Et on voit qu'en gros, bon, ça varie de 25 à 30%, mais à 31%, mais on aurait une réduction substantielle des écarts d'espérance de vie entre groupes socioprofessionnels si ces expositions étaient tout simplement éliminées. Donc tout ça pour dire que nous en sommes là. Je conclus sans tarder, comme l'indique Sylvie. Donc effectivement, on part du constat d'une invisibilité statistique relative, hein, qui est liée à une carence de données. On a un outil qui peut sembler simple en apparence, mais qui est relativement technique finalement à manipuler quand on veut bien le manipuler. La validité scientifique a été questionnée par les méthodologistes de la discipline et continue à le faire, mais l'enseignement autour de ces outils est encore relativement peu et probablement insuffisamment développé pour alerter les utilisateurs sur tous ces pièges. Et puis, on a des mécanismes politiques assez puissants qui interviennent dans la circulation et le choix de ces chiffres, avec des conséquences en termes social, des usages qui peuvent aller jusqu'à ignorer finalement la distribution sociale et la concentration des expositions professionnelles, ce qui pose, il nous semble, et je vous propose de conclure sur ce point rouge, des questions de justice sociale. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de travailler ensemble sur l'intégration de cette dimension des inégalités dans les outils de quantification grâce à un travail interdisciplinaire et à la construction de données qui permettent à la fois de combiner des données de santé, des données relatives à la profession, aux conditions de travail, mais bien sûr aussi à tous les autres déterminants de la santé qui peuvent interagir par rapport à ces effets. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.